Alors, mon point de vue va être plutôt cinématographique, c'est-à-dire que je vais partir de Nolan pour arriver à des endroits où nous sommes déjà arrivés. Ça va croiser des choses qui ont déjà été dites, mais d'un point de vue différent. Donc, comme je le disais, le jeu sur le temps, c'est la marque de fabrique de Nolan et de son univers cinématographique. Tout d'abord, dans aucun des films de Nolan, la ligne narrative ne se déroule dans la continuité. Il faut toujours reconstruire logiquement et chronologiquement, et il y a besoin que les spectateurs fassent un travail herméneutique intense, souvent voué à l'échec, du moins retardé presque à l'infini, car l'effort de compréhension herméneutique est constamment battu en brèche par des images spectaculaires, inattendues, déroutantes, qui sidèrent et inhibe le processus logico-déductif. Et c'est pour ça que le mot spectaculaire va revenir beaucoup de fois dans cette communication et que mon titre était « Les temps spectaculaires de Christopher Nolan ». Sidération, inhibition du processus logico-déductif, et ceux qui ont vu Tenet ne me contrediront pas. Moi, je l'ai vu 2 fois. Bon, j'ai encore 2 minutes. La deuxième fois, là, on va... Ouais. Et puis, je vais le voir une 3e fois, là. Bon. Non seulement effets spectaculaires, discontinuité diégétique et montage alterné sont la règle chez Nolan, mais en plus, l'œil spectatoriel est pris dans une sorte de jeu de bonneteau, un jeu de bonneteau particulièrement véloce, où le défilement des séquences va trop vite pour pouvoir en saisir l'enchaînement véritable, tout en maintenant le sentiment, sinon l'illusion, d'une cohérence à portée d'intelligence. On se dit qu'on va être intelligent, mais on ne l'est jamais assez pour bien comprendre. Alors que certains spectateurs jubilent face à ces constructions paradoxales et se laissent méduser avec plaisir, d'autres sont plus rétifs à ce que leur compétence de spectateur soit ainsi malmenée. Il faut que le jeu en vaille la chandelle, au plan à la fois esthétique et symbolique. Nolan réussit son tour de force la plupart du temps, étant l'un des rares cinéastes qui s'adresse à la fois au grand public et aux adeptes d'un cinéma d'auteur exigeant, à la fois indépendant et réalisateur de blockbusters financés par Hollywood. Il n'est pas le seul cinéaste à avoir joué sur la continuité narrative filmique. Il y a tout un corpus de puzzle films, mais il en a exploré les variations sans relâche dans des films très différents, mais dont les effets spectaculaires s'imbriquent toujours dans l'obsession du temps et de l'identité. Ceci a déjà été abondamment commenté, de Memento 2000 à Interstellar 2004, en passant par Inception 2010. Donc on peut rajouter Tenet 2020 à cette liste, qui a quand même moins convaincu que son prédécesseur Interstellar. Tous ces films mettent en place des lignes de temps parallèles et des réalités alternatives, qu'elles soient psychiques, comme dans Memento ou Inception, ou galactiques, comme dans Interstellar. Alors, j'étais partie pour parler des 4 films, et puis non, 20 minutes, hein, pas impossible, je vais parler de Interstellar. Donc, je ne vais pas parler de Memento, et je ne vais pas parler de Inception. Donc, Interstellar. Ça va m'amener là où je n'aurais pas été si j'avais parlé des 4 films. Dans ce space opéra ambitieux, les temporalités parallèles déployées relèvent de l'astrophysique et des théories maintenant connues du grand public de la relativité générale et de celles de la physique quantique, plus difficiles à appréhender, sinon impossibles, comme dirait Denis. Comme le temps s'écoulait à une vitesse différente selon la profondeur des couches du rêve d'Inception, dans Interstellar, il varie selon que l'homme est sur Terre ou dans l'espace, en fonction de sa vitesse de déplacement, de sa position et des forces gravitationnelles qu'il émet ou subit. Le trope de l'astronaute qui vieillit moins vite que son jumeau resté sur Terre est connu. Donc ça fait partie de la connaissance commune des spectateurs. Il n'y a pas de temps absolu en physique einsteinienne et le temps devient multiple en physique quantique. Rappelons l'argument d'Interstellar. Il commence comme un film dystopique. La vie sur Terre est condamnée car elle ne peut plus nourrir l'humanité. Les ouragans de poussière et les sécheresses se succèdent. Cooper, ancien pilote de la NASA devenu fermier, se désespère du manque d'initiative de ses compatriotes qui ont perdu l'esprit pionnier américain. Il découvre que la NASA existe toujours secrètement
et est bientôt envoyé en mission de l'autre côté du système solaire afin d'explorer l'habitabilité de nouvelles planètes grâce à un mystérieux trou de verre dans l'espace qui permettra au vaisseau spatial de gagner des années-lumière dans son voyage au-delà de Saturne. J'ai dû réviser tout mon système solaire là, pour comprendre ce qui se passait, parce qu'il y a quand même une certaine vraisemblance. Il laisse derrière lui Murphy, sa fille à l'intelligence précoce, qui deviendra une grande scientifique et grâce à laquelle l'humanité pourra être transportée sur une autre planète. Grâce au lien psychique indéfectible qui les unit dans le multi-espace-temps d'un trou noir, nommé Gargantua, qui défie l'entendement, Murphy a pu recevoir et comprendre dans son ancienne chambre de petite fille la formule de la gravité quantique qui va sauver l'humanité. Le film s'achève sur les retrouvailles du père et de la fille, des décennies terrestres après leur séparation. Ils se retrouvent sur une station spatiale en orbite autour de la Terre. Murphy, devenue une vieille dame nonagénaire, va s'éteindre. Elle envoie Cooper, toujours trentenaire, rejoindre sa coéquipière restée dans l'espace et qui a pu atteindre une exoplanète prometteuse. Ce happy end sentimental et hollywoodien a contribué au succès du blockbuster, qui reprend sur une échelle cosmique objectivée la question des temporalités alternatives qui parcourent la filmographie de Nolan. Donc, dans Interstellar, Nolan s'attaque à la représentation d'un espace-temps étranger à l'expérience sensorielle humaine, un défi que peu de cinéastes sont parvenus à relever. On cite traditionnellement les exemples de 2001 Odyssée de l'espace, Kubrick 68, que Nolan admire, de Solaris, Tarkovsky 72, plus rarement de La Jetée, Chris Marker 62. C'est maigre. On pourrait rajouter Arrival, mais Arrival c'est 2016, c'est après Interstellar. Pourtant, le genre du film spatial s'est beaucoup développé depuis plusieurs décennies, agrémenté d'effets spéciaux toujours plus sophistiqués. Le spectacle de la vie en apesanteur est devenu familier aux spectateurs, ainsi que le reflet du défilement de l'espace sidéral sur la visière du casque du cosmonaute. C'est un cliché. Mais la représentation visuelle au cinéma d'un espace-temps hors de l'expérience humaine a plus rarement été tentée et encore moins réussie. Il est en effet plus simple de poser la relativité temporelle à l'aide d'ellipses ou d'explications dialoguées que de la mettre en image. Et c'est d'ailleurs un peu ce que fait Nolan quand Cooper, après avoir passé un peu plus de 2 heures sur une planète à très forte gravité, revient à la station spatiale où 23 années terrestres se sont écoulées. Le visionnage des messages envoyés entre-temps fait défiler en quelques minutes les nouvelles de sa famille et de ses enfants devenus adultes, décès, mariage, naissance, l'histoire à la fois poignante et banale du temps d'une génération humaine. Cette séquence sans effets spéciaux est souvent citée comme l'une des plus émouvantes du film. Par contre, quand Cooper entre dans le trou noir de Gargantua avec Tars, le robot héritier de Hal, Nolan se met en demeure de représenter graphiquement un espace-temps en 5 dimensions, dont l'existence a été théorisée par la physique quantique. Le temps y est multiple et 2 événements contradictoires peuvent se dérouler en même temps. Nous l'avons vu sous une autre forme ce matin. Dans Gargantua, Cooper est projeté dans un espace qui englobe en même temps et au même endroit tout ce qui était apparu jusqu'ici aux spectateurs comme les moments distincts d'événements bizarres survenus dans la chambre de Murphy quand elle était enfant, comme des messages en morse ou en code binaire. Murphy, devenue adulte et astrophysicienne donc, pressent que la clé de la formule de la gravité quantique dont elle a besoin se trouve dans sa chambre d'enfant où elle retourne, comme nous allons le voir dans la séquence qu'on va voir dans un instant. Pour représenter cet espace-temps multiple et au fond inimaginable, Nolan figure une structure en forme de cube emboîté à l'infini, modelée sur le modèle géométrique du Tesseract, un hypercube quadridimensionnel. Cooper y tombe brutalement en se cognant à des parois qui correspondent à l'envers du mur des livres de la bibliothèque de la chambre de Murphy. Donc vous allez voir l'arrivée
de Cooper dans le Tesseract, qui est une modélisation qui existe en géométrie. No, 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 no! Murph! Murph! No, no! C'est spectaculaire, époustouflant même. À la fois galerie des glaces de l'espace-temps, bibliothèque au rayonnage infini, frisson de Escher et structure à la matrice, A Cosmic Library of Babel, dira un critique, Nolan nous donne à voir un espace-temps spéculatif à 5 dimensions dans une représentation à 3 dimensions. Le spectateur revoit ainsi, comme dans un miroir déformé, assombri et démultiplié, des scènes antérieures et futures. Cooper reconnaît ainsi des scènes passées, mais les revit dans un présent rendu frénétique par l'urgence. Il doit donner la formule de la gravitation quantique. La linéarité cinématographique de la scène ne suit pas la chronologie diégétique, puisqu'on voit Murphy adulte à côté de Murphy enfant, tout comme l'axe horizontal de l'architecture du plan devient soudain axe vertical, passant brutalement d'un travelling en plan moyen à une plongée englobante radicale. Nolan nous offre ici un prolongement ambitieux de la scène de l'escalier paradoxal de Penrose dans Inception. Refusant le recours aux effets spéciaux numériques, Nolan choisit de représenter au plus près du vraisemblable les modèles conceptuels physiques et mathématiques proposés par les scientifiques, dont la plupart sont encore non vérifiés ou ne peuvent pas être vérifiables de toute façon parce que c'est seulement théorique. Si les trous noirs ont été dûment observés par les astronomes, si la théorie de la relativité générale a été confirmée expérimentalement depuis Einstein, celle de la gravité quantique reste spéculative. Et donc, la virtuosité cinématographique de Nolan met en image une sorte de sublime mathématique. Je n'ose pas dire sublime technologique parce qu'il n'y a pas vraiment de technologie correspondante. C'est seulement une représentation technologique, si je puis dire. Donc, sublime mathématique, théorique, technologique, de l'infini, de la traversée du trou noir au dépliement du Tesseract.
L'ouvrage de Kip Thorne, l'astrophysicien qui a conseillé et accompagné Nolan tout au long du tournage, The Science of Interstellar, permet de mieux comprendre la visée de Nolan, proche peut-être de celle de Kubrick. Tous deux ont, chacun à leur époque, intégré les connaissances scientifiques les plus récentes sur le cosmos pour nous offrir une réflexion aux dimensions philosophiques et spéculatives ambitieuses. Le film de Nolan s'inscrit cependant dans un régime d'historicité très différent. Alors qu'en 1968, date de sortie de 2001, l'homme n'avait pas encore posé le pied sur la Lune, c'était l'année suivante, les voyages spatiaux sont maintenant courants. La Terre est aujourd'hui entourée de milliers de satellites en orbite et des entreprises non gouvernementales lancent leurs propres engins à l'assaut des planètes de notre système solaire. Le prochain alunissage d'un vol habité états-unien est prévu pour 2024, encore que, maintenant que SpaceX a explosé en plein vol, SpaceX de Elon Musk, c'est peut-être pas en 2024 que Artemis va pouvoir avoir lieu. Différemment de Kubrick à nouveau, Nolan choisit de faire un film hollywoodien qui s'inscrit dans un contexte culturel américain affiché. Interstellar rappelle en son début les images devenues iconiques du Dust Bowl. Cooper, son personnage principal, s'impatiente de la résignation de la population en invoquant l'esprit perdu des pionniers, comme nous l'avons dit. Il a sans aucun doute l'étoffe des héros. À la fin du film, le drapeau américain flotte sur la planète habitable des Moons, dont on sait qu'elle est celle vers laquelle Cooper s'envole après avoir retrouvé sa fille. Les images spectaculaires de l'expérience temporelle inouïe de Cooper et du paradoxe de la boucle du temps, car ce sont les êtres du Tesseract qui aident Cooper et ce sont les humains du futur, ces images spectaculaires s'intègrent donc dans un cadre reconnaissable, et là je cite Irène, une étrange combinaison de culture sentimentale, de culture intellectuelle et spéculative et de culture de la prouesse formelle quand elle parle des films de vulgarisation grand public des paradoxes du temps. Certes, l'humain et le cosmos sont réunis, mais dans un vaste espace intersidéral unifié, sous l'égide de valeurs culturelles américaines hégémoniques, comme le note Siobhan Carroll à propos des fables de l'espace hollywoodienne, et vous reconnaîtrez un article traduit dans Res Futura. Et dans Interstellar, la possibilité du sublime n'est qu'intermittente. L'altérité entrevue de l'espace-temps à 5 dimensions se perd au profit d'une colonisation conquérante de l'espace, projection de la globalisation mondiale. En effet, Interstellar n'ouvre pas sur une pensée des planètes ou de l'espace comme à la fois lieu et métaphore de l'inquiétante étrangeté, ou même du sublime, pour reprendre une distinction entre global et planétaire proposée en 2003 par Gayatri Chakravorty. Cette distinction fonde d'ailleurs un numéro récent de la revue Multitude intitulé Planétarité en débat, un numéro de 2021. Le planétaire, par opposition au global ou au mondialisé, nécessite une pensée de l'extériorité radicale de la planète, une planète parfaitement indifférente aux humains. Comme le souligne le texte d'introduction de cette revue, la planétarité nous met au défi de déshumaniser nos perceptions et nos conceptions, avec tous les risques que charrie l'inhumain, celui auquel nous faisons face à l'extérieur, comme celui qui nous hante de l'intérieur. Dans cette conception du cosmos, la planète devient un lieu d'inquiétante étrangeté pour l'homme, et a fortiori l'univers tout entier. C'est tout le contraire chez Nolan, qui défend sans hésitation la dimension hollywoodienne de son blockbuster et n'hésite pas à parler de destinée manifeste à propos d'Interstellar. On peut se demander si la déception ressentie par certains spectateurs ne tient pas justement à cette idéologie affichée, à l'effacement assumé de la possibilité de l'altérité radicale dans le film, figuré par le repliement façon origami du Tesseract, une fois la transmission de la formule de la gravité quantique accomplie. L'humanité future, censée avoir facilité l'aventure de Cooper, est pragmatique à souhait. Agente d'une pensée globale, elle mène la colonisation de l'espace comme une entreprise rompue
aux techniques du capital risque. Not you and me, but a people. A civilization that's evolved past the 4 dimensions we know. What happens now? La formule de la gravité quantique a été donnée, donc il n'y a plus besoin du tesseract, il se replie. Marcia Klotz, une universitaire américaine qui se penche sur la dimension affective de l'économie de la dette, va d'ailleurs plus loin. Dans un article assez mordant, elle défend l'idée que la logique qui sous-tend Interstellar est celle du système financier hégémonique d'aujourd'hui, basé sur l'utilisation de produits dérivés, c'est-à-dire de transactions financières qui spéculent sur le futur sans investissement immédiat, et nécessitant un accroissement continu et prédateur des aires de marché disponibles, système responsable des crises financières à répétition. Elle souligne que ce n'est pas le travail collectif des scientifiques qui réussit à sauver l'humanité dans Interstellar, mais l'intervention d'humains du futur, laquelle, aussi spectaculaire qu'elle soit, obéit aux lois des fonds spéculatifs. Les êtres du Tesseract ont réussi à modéliser l'amour qu'il liait Cooper à sa fille, pour agencer la transmission des données nécessaires à la survie de l'humanité. Comme celui-ci l'explique d'ailleurs à Tars, d'un ton admiratif, « Love, Tars, love, my connection with mirth. It's quantifiable, it is the key. » On imagine donc les algorithmes du futur à l'œuvre qui intègrent la donnée de l'amour humain. Les portes de la perception du temps de l'altérité, ouvertes çà et là dans le film, se referment sur la logique temporelle efficace de la longue scène du Tesseract. Ces gestions technicistes d'un espace-temps qui dépasse la perception humaine accompagnent la narration hollywoodienne de la communication par montre interposée entre le père et la fille. La trouvaille visuelle est réussie. La conjonction de la représentation spectaculaire d'un espace-temps multiple et du roman familial du héros est accomplie, mais la logique du néo-capitalisme globalisé n'en reste pas moins à l'œuvre et l'inquiétante étrangeté du trou noir disparaît. Il reste la magie du cinéma en IMAX. Pour conclure donc, que l'expérience non linéaire du temps soit intime ou galactique, elle est toujours représentée chez Nolan de façon spectaculaire. Sa virtuosité est source de sidération spectatorielle et elle est pratiquée comme une commodité au sens de marchandise hollywoodienne accumulative. Finalement, le spectaculaire ainsi déployé fait obstacle à l'émergence de l'uncanny, voire du sublime, qu'il soit celui de l'altérité planétaire ou celui des portes quantiques de la conceptualisation humaine. Je vous remercie.